Épisode 6. Meurtre et mystère au Centre Freeze. Sparrow, vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. Au moins, on vous a parlé de moi. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Pod Freeze. À ma droite, il y a Inès. Salut Inès. Salut Sophia. Aujourd'hui, on va avoir un épisode assez chouette qui va parler des murder parties. Est-ce que tu as envie de nous expliquer vite fait, Inès ? Une murder party, c'est un jeu de rôle dans lequel les participants et participantes incarnent des rôles et ont pour but de découvrir un certain nombre d'informations sur les autres et sur la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme le dit le nom, il y a eu un meurtre et il faut trouver le pourquoi et le qui surtout. Alors, tout à fait intriguant. En tout cas, moi je me réjouis d'écouter cet épisode. Go. Salut Padou, salut Florian. Salut. Bienvenue dans ce Pod Freeze. Merci bien. Salut Sophia. Salut Inès. Aujourd'hui, du coup, on va parler des murder parties. Est-ce que vous voulez déjà vous présenter en 2 mots et puis présenter pourquoi, en fait, on va parler de murder party avec vous? On peut commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Florian. Le pronom que j'utilise, c'est il. J'ai 25 ans, j'ai fait des études en informatique et je travaille dans l'informatique et je suis passionné d'énigmes, d'escape room et aussi de murder party. Tout ce qui tourne autour des énigmes, ça m'intéresse beaucoup. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis armateur de jeux de mots bateau, du coup bonjour aux auditeurs. Je suis actuellement encore en train de finir mon master en sciences du sport et en géographie pour devenir professeur par la suite. J'enseigne aussi histoire de manger à la fin du mois, qui est un concept assez intéressant, car on bosse encore bénévolement pour Décide, en espérant que ça change par la suite. J'ai commencé à faire des murder parties sans faire de murder party. J'ai aussi été un chaleureux habitant du Centre Freeze et j'ai toujours eu le projet de faire une escape game. On en avait fait une triple escape game avec 3 salles différentes. C'est un autre thème. Et j'ai demandé à Florian, qui est un ami de longue date, avec qui on a fait beaucoup de baby-foot. Comme quoi, le sport, surtout le baby-foot, ça crée des liens. De collaborer, puis de venir nous donner un coup de main. Et il nous a proposé une murder party qu'on a intégrée, une version simplifiée. J'ai beaucoup apprécié le concept, j'apprécie beaucoup Florian, puis du coup on s'est dit pourquoi pas lancer un projet ensemble. On est 2. On fait des murder parties et on propose des murder parties à n'importe qui, donc n'importe quel groupe de personnes qui veulent faire tenter l'expérience d'une murder party, on leur propose ça. Pour les anniversaires, les enterrements de vie de jeune fille, de vie de jeune homme aussi, c'est une activité qui est principalement là pour créer des liens sociaux et à travers l'interprétation d'un personnage, c'est un peu plus facile de discuter. Pour les anniversaires, on a déjà eu des enfants qui jouent avec des adultes, ce qui fait que ça fait un bon mélange et vu qu'on a tous une identité un peu, soit secrète ou bien un rôle à jouer, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et pourquoi Décide ? Car on a remarqué qu'on pouvait travailler pour quelqu'un d'autre et on a décidé justement de travailler à notre compte. Et en fin de compte, on est assez optimiste dans notre vie et on part du principe que si on veut atteindre un but, on peut décider de sa vie. La décision revient souvent en jeu et c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Décide. Du coup, vous êtes un peu une sorte de collectif, si on veut, qui organise des activités pour les gens qui le souhaiteraient. C'est trop cool. Ouais, c'est chouette. Et puis comment... Padou t'a un petit peu expliqué comment l'idée t'est venue. Florian, toi, t'étais déjà féru de jeux de rôle avant de te lancer dans Décide. J'ai toujours aimé les énigmes et ce qui demandait de la réflexion. Quand je suis arrivé parce que du coup j'ai fait le PFL en informatique, quand je suis arrivé à l'EPFL, j'ai
je connaissais déjà l'univers du jeu de rôle, mais c'est là que j'ai beaucoup appris à connaître toutes les facettes du jeu de rôle, dont les murder parties, qui sont totalement différentes du jeu de rôle des papiers et crayons. Donc c'est là que j'ai appris ce que c'était une murder party, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de mélanger les énigmes, jouer un rôle, le système d'enquête, et le fait que tout ça soit d'une manière physique, c'est-à-dire si on veut trouver quelque chose, on va vraiment le trouver, un peu ce qu'on retrouve dans les escape rooms. Si on veut ouvrir un cadenas, on ouvre vraiment le cadenas, ce qu'on n'a pas dans le jeu de rôle. Et j'ai beaucoup aimé ces murder parties, j'en ai parlé à Patrick, et on a beaucoup aimé le fait que ça combine plusieurs aspects qu'on aime, le fait tout ce qui est du côté social, ce qui est du côté énigme, du côté fun. Et j'adore les escape rooms, mais vu que normalement pour faire une escape room il faut avoir un endroit, c'est beaucoup plus facile de faire des murders pour l'instant. Et j'aime aussi beaucoup les murders, donc on s'est dit pourquoi pas se lancer plutôt dans les murders. Et quand il m'a proposé le concept de murder party, donc mélanger de la réflexion, de la communication entre les gens, j'aimerais apporter un petit changement en fait dans ce monde, et je vois que le monde évolue vers plus de technologie et j'ai l'impression que ça nous individualise et ça nous abrutit en fait d'une certaine manière, étant donné que l'information est disponible à n'importe quel moment. On n'a plus besoin de faire l'effort de réflexion, donc mêler la réflexion, le plaisir à travers le jeu, et surtout pouvoir voir des groupes de gens qui discutent sincèrement entre eux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est trop cool, ouais. Génial. Et puis du coup, donc les murder parties et murder aussi, on peut appeler ça juste comme ça, non ? Ouais, on dit souvent que murder. Ouais, mais... comme juste murder. Ouais. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, juste pour ceux qui savent pas peut-être ? Alors le plus facile pour décrire une murder party, c'est de dire que c'est un Cluedo géant, ou Cluedo grandeur nature. C'est pas exactement la même chose, mais ça donne déjà l'idée. C'est une activité pendant laquelle on doit jouer un rôle avec 10 à 18 personnes, et parmi les 10 à 18 personnes, il y a une personne qui est un meurtrier. Il y a eu un meurtre, dans l'histoire il y a eu un meurtre, et le but de la soirée, c'est de jouer son personnage en résolvant le mystère et en trouvant qui a commis le meurtre. Donc ça c'est la trame de base. Après toutes les murder parties, on peut rajouter d'autres trames, d'autres énigmes, d'autres histoires, mais le mode de base c'est murder party parce que le but c'est de trouver qui a commis le meurtre et quelles sont les conditions du meurtre. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que les gens ils aiment beaucoup, d'avoir justement cette possibilité de, à échelle humaine, résoudre une énigme par exemple. Et puis, comme tu as dit Padou, en fait c'est quelque chose qui apporte un contact un peu plus humain et presque plus réel. Exactement. Ouais. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens ils ont d'une certaine façon un peu peur de la liberté en fait. On a l'habitude d'être presque conditionné en fait à savoir comment on pense, comment on doit résoudre un problème ou comment est-ce qu'on doit jouer tout simplement. Et quand on donne autant de liberté à une personne, au début elles sont un peu perdues, ce qui fait que certaines personnes appréhendent un peu la première murder party. Surtout que pour certaines personnes, 3 heures de temps, 4 heures, 5 heures, ça peut paraître long. Mais en fin de compte, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Et après la murder party, ils ont forcément envie d'en refaire une deuxième, vu qu'ils ont compris les mécanismes. Donc pour les murder party ou de manière générale, n'ayez pas peur en fait de l'inconnu, vivez l'aventure et vous en sortirez. Le sage Padou qui nous délivre son message. Oui, merci, vivez l'aventure, vous en sortirez que plus sage. En même temps, c'est aussi un sorte d'échappatoire au final, parce que tu vis un rôle qui n'est pas le tien. Et du coup, tu as ces 4-5 heures dans lesquelles tu as une toute autre expérience, où tu peux te sentir plus libre, ce que tu viens de dire. Exactement, c'est comme, il y a aussi des conventions ou des codes sociaux qu'on est obligé de respecter dans la vraie vie, comme le mensonge, on apprend que c'est mal. Et en fait, dans une murder party, c'est un outil qui peut être très utile, ce qui fait qu'on peut se permettre des libertés, des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Et par l'interprétation d'un personnage, je pense qu'on vit aussi beaucoup plus la situation, on est aussi beaucoup plus impliqué dans le jeu. Et au lieu de lancer des dés et puis de faire bouger son pion, on peut s'imaginer que nous sommes le pion, enfin le joueur est le pion, et il se déplace dans les directions qu'il veut, à la vitesse où il veut, ce qui fait qu'il a une grande liberté d'action. C'est assez marrant parce que je lisais un article ce matin, et c'est vrai, Patrick,
sur justement comment les murders ou les jeux de rôle en général sont utilisés dans un but pédagogique. Et c'est hyper intéressant parce que typiquement la HEP en fait, de Fribourg a fait un test et le jeu de rôle, la thématique c'était le gaz de schiste, je crois. Plusieurs personnes qui se retrouvaient dans une situation de devoir décider si oui ou non elles allaient investir dans le gaz de schiste et puis pourquoi, et puis qu'il y avait tous des rôles sociaux qui étaient différents. Et c'était intéressant parce qu'en fait le fait de pouvoir prendre des décisions complètement qui vont complètement contre l'éthique qu'on a intégrée, en fait, c'est une possibilité dans un jeu de rôle. Parce que justement, on est dans un jeu, on sait que c'est pas dans la réalité. Mais à tel point qu'il y avait des gens qui disaient ce groupe d'intérêt est opposé à ce qu'on extrait du gaz de schiste. Simplement, on les bute, tu vois. Et c'est pas grave. Et ça, dans la vraie vie, c'est un peu plus chaud, quoi. Ça passe pas de la même façon. Et c'était intéressant parce qu'en gros, la conclusion de cet article, c'était de dire de donner de l'espace pour ce genre de réaction-là, ça permet ensuite de prendre du recul dessus et de réfléchir à comment, pourquoi est-ce que dans la vraie vie on ne le fait pas, qu'est-ce qui nous empêche de le faire dans le quotidien, et puis qu'est-ce qui nous a poussé dans ce jeu-là à faire ça. Est-ce que c'était juste l'intérêt de gagner ou voilà. Enfin, je trouve ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à... Effectivement, et c'est un thème que j'aimerais bien plus creuser, sans rentrer dans l'expérience de Stanford pour qui met en évidence le fait de prendre un rôle qui peut dénaturer ou bien même ressortir la vraie nature humaine et donc partir dans certaines dérives. On va pas rentrer dans l'aspect psychologique, mais pour mon travail de master, j'aimerais bien intégrer, faire une murder party sur le réchauffement climatique, qui est un élément qui est multifactoriel, où il y a plusieurs responsables, plusieurs victimes, et mon supposé de base, après seul mon travail de master le dira, ou entre autres ça peut être aussi un premier travail pour explorer cette piste, mais mon postulat de base serait que par l'interprétation d'un rôle, vu qu'on va vivre la situation de manière subjective, on va ressentir aussi des émotions, peut-être des frustrations, et j'aimerais réussir à faire comprendre des problèmes complexes comme le réchauffement climatique à des enfants, si possible, par l'interprétation d'un rôle. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, pour revenir sur ce qu'on disait avant, il n'y a pas de conséquences dans un jeu de rôle. C'est vraiment ça qui est intéressant. Tu peux faire ce que tu veux, et il y a des conséquences dans le jeu, mais tu sais qu'elles n'auront aucune conséquence dans ta vie. Et c'est là que tu te permets de prendre ces libertés, et puis que tu peux vraiment voir ce que ça amène et qu'est-ce qui peut se passer dans le jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que tu te libères, tu te dis qu'il n'y a pas de conséquences, et puis après, tu peux venir à des conclusions, comme tu as dit, c'est subjectif, mais tu peux venir à des conclusions par toi-même. Et si tu n'avais pas été dans le jeu de rôle, tu n'aurais jamais pu faire cette démarche-là parce que tu savais qu'il y avait des conséquences qui étaient bien trop grandes en dehors du jeu. Du coup, on voit qu'il y a aussi une portée pédagogique et puis peut-être réflexive de cet intérêt de faire des jeux de rôle. Avant, on a parlé aussi d'escape game. Je sais que la première murder que vous avez faite, il y avait aussi une partie un peu escape à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que vos murders sont particulières, ou qu'est-ce qui vous guide dans la création d'une murder, ou est-ce qu'il y a des trucs spéciaux, ou c'est juste un truc où vous dites une thématique qui vous dit ça me botte bien, ça a l'air stylé, allez on fait un truc là autour et puis on improvise. Pour ce qui est du côté plus énigme, moi j'ai toujours adoré les énigmes pures, comme je dis, pas les énigmes de mystère résoudre pour savoir qui a tué qui est le meurtrier ou qui a tué la personne. J'aime beaucoup les énigmes brutes qu'on retrouve dans les escape rooms. Et c'est vrai que quand je fais une murder, le fait de me dire qu'il n'y en a pas, déjà ça m'embête parce que je me dis les gens vont pas pouvoir les résoudre, et moi ça m'embête parce que j'aime beaucoup les créer. Et la toute première murder que j'ai faite, donc à laquelle j'ai participé, je me suis beaucoup focalisé sur le meurtrier, trouver qui avait fait le coup et pourquoi. Et tout à la fin, quand les gens ont expliqué tous les aspects de la murder, ils ont dit qu'il y avait tout un côté qui était énigme brute, et j'étais totalement passé à côté, et ça m'a un peu frustré. Et depuis, chaque fois que je fais une murder, j'essaye avec Patrick, on essaie toujours de mettre aussi un aspect qui est plus énigme, que ça soit
une escape room ou alors des énigmes du style de celles des escape rooms qui sont intégrées dans l'histoire du jeu. Et après, pour ce qui est de l'histoire du jeu, moi j'aime beaucoup m'évader d'une manière générale. Que je lise un livre, que je regarde un film, que je regarde une série, j'aime beaucoup ce qui diffère totalement avec notre vie de tous les jours. C'est pour ça que quand je crée une murder party, ça se ressent aussi. Je vais plutôt partir sur des aspects fantastiques ou qui vont nous faire sortir de ce qu'on a tous les jours, plutôt que de partir sur quelque chose du thème d'Agatha Christie qui est très terre-à-terre. D'ailleurs, moi, j'avais participé à une murder, et puis c'était au thème justement du loup-garou. Et puis en fait, tu viens d'apporter un peu une réponse à une question que j'avais, mais c'était justement pourquoi loup-garou et pas plutôt crime policier, Agatha Christie, justement là dans lequel c'était né. Mais c'est vrai que dans ce qui concerne loup-garou, justement, c'est complètement fantastique, et du coup, tu peux un peu aller plus loin dans certaines thématiques et t'échapper encore plus, parce que comme tu as expliqué, c'est plus vraiment la vraie vie au final. C'est fantastique. Il y a encore un autre aspect avec la loup-garou, déjà comme tu as dit, c'est fantastique, donc tu sors totalement de ta vie de tous les jours. Et en plus, la raison pour laquelle on a choisi le thème du loup-garou, c'est parce que le terme murder party ne parle pas trop aux gens d'une manière générale. Donc si on leur présente la chose comme une murder party, ils savent pas ce que c'est, après on doit expliquer et ça devient compliqué. Et on s'est dit partir sur une base déjà fantastique et qui nous plaît aux deux, et en plus qui parle aux gens, c'est un plus. Donc le loup-garou, normalement, les gens connaissent, pas tout le monde, mais la plupart des gens connaissent le jeu du loup-garou. Et le fait de baser notre murder party là-dessus, ça nous a aussi permis d'expliquer aux gens c'est un loup-garou grandeur nature, donc tu joues au loup-garou, et partir de ça pour un peu expliquer le concept de la murder party. Puis en plus, c'est assez intéressant parce que c'est déjà un jeu de rôle en fait. C'est un jeu de rôle pas en grandeur nature. C'est déjà un jeu de rôle. Et puis, je sais pas, mais perso, quand je suis villageoise ou même quand je suis cupidon, je suis extrêmement frustrée. Mais je suis pas la seule. Je veux dire, en gros, ton rôle, c'est dormir, te faire buter, à la limite, accuser des gens sans rien savoir, en fait. Mais là, c'est justement intéressant parce que t'as quand même des trucs à faire la nuit ou même la journée, justement. Sans compter que c'est une version revisitée et pas simplement le loup-garou standard. Effectivement, on y tenait à cœur que les gens ne sortent pas de la frustrée. Comme tu l'as dit, être villageois, c'est sympa, mais ça a peu d'intérêt. Ce qui fait que dans notre murder, le loup-garou, il y a tous les personnages qui ont un métier, on les reconnaît par les métiers, sauf qu'ils ont tous une identité secrète qui n'a rien à voir avec le métier. Ça peut être un loup-garou. Il y a des rôles qui sont déjà connus, d'autres rôles qu'on a inventés pour augmenter la dynamique du jeu. Et le deuxième côté qu'on n'a pas énoncé, c'est le côté frustrant de la mort. Dans le jeu du loup-garou, quand on meurt, si on est un villageois et qu'en plus on meurt à la première nuit, on se dit que c'est un peu un jeu pourri, quoi. Du coup, effectivement, c'est un des gros problèmes. Et après, il y a un deuxième problème, c'est la notion de temps. En fait, on joue pendant 3 heures de temps. On peut mourir, mais généralement, on n'annonce pas de mort avant 1 heure de jeu. Étant donné qu'il y a une petite partie de briefing pour expliquer les règles communes, les règles de la murder et les règles individuelles, qui nous prend un petit moment, une petite demi-heure et un petit quart d'heure de débriefing à la fin. Il y a à peu près 2h15, 2h30 de temps de jeu, et la première personne décède jamais seule, ça c'est l'avantage, après 1 heure de jeu minimum, ce qui fait qu'elle se retrouve après dans le monde des limbes. Je sais pas si j'ai le droit de spoiler ce qui s'y passe, faut pas spoiler. Mais le jeu commence lorsqu'on meurt. On restera là-dessus. Déjà dire ça, c'est un vachement gros indice, non ? Ouais. Genre ça veut dire que tu meurs pas, tu sais. C'est intriguant quand même. Déjà là, c'est déjà beaucoup d'infos. On n'a pas dit que tu mourrais pas, on a dit que le jeu ne s'arrêtait pas. Ok, d'accord, j'avoue. Et pour les petits vicieux qui voudraient voir comment le jeu commence, non, il est interdit de se suicider. Je préfère prévenir, on sait jamais. Mais ça nous tenait vraiment à cœur de pas tuer les gens dès le début et qui ne jouent plus. Oui, évidemment. Parce que le jeu du loup-garou, ça m'est déjà arrivé de jouer à 20-21. Tu meurs au premier tour. Le jeu du loup-garou, la première nuit, le premier jour ou nuit ne dure pas 1 heure.
Donc tu joues 10 minutes et t'arrêtes. Et nous, on veut vraiment que si la murder dure 3 heures, les gens s'amusent et jouent pendant 3 heures. Effectivement, c'est pas le meilleur moyen d'amuser les gens si après Ouais. 10 minutes ils sont Au plus. bout d'une heure, tu peux rentrer chez toi. Vraiment, super. Bon, en tout cas, pour y avoir participé, je trouve que vous y avez très bien remédié, disons, à ce dilemme. Merci. Ouais, je peux Je sais pas si qu'encourager. c'est vraiment objectif, mais merci, ça fait plaisir. En tout cas, je peux qu'encourager les gens à faire aussi. Moi, je l'ai bien aimé aussi cette murder, en tout cas, je dois dire. Effectivement, t'avais quel joueur? Je me rappelle plus déjà. Pour la petite histoire, ceux qui nous connaîtraient pas, la personne qui nous interviewe, enfin notre chère Inès Martaler, mérite tous les crédits qu'elle mérite pour la création de la Murder Party sur le thème du jeu du loup-garou. C'est pour ça qu'on est content d'être au Freeze et qu'on fait volontiers des tests au Freeze. Étant donné que j'étais un ancien Freezeler d'ailleurs, avec Madame Martaler, l'importance du Freeze, enfin revenir ici, alors déjà les locaux sont juste exceptionnels pour ce genre d'aventure, ce genre de jeu. On a pas mal de salles à disposition. La Murder Loup-Garou, elle avait 7 salles différentes, chose qu'on ne peut pas forcément retrouver dans une maison normale. Du coup on a réussi à condenser le tout et on fait généralement en 2 salles. On va dire que Madame Martaler nous a mis le pied, enfin nous a aidé à monter, à mettre le pied sur l'étrier pour monter sur le cheval, et que vu qu'elle était pas mal occupée avec le Freeze, on a continué à voler de notre propre aile. Oui, notre cheval c'est Pegasus, enfin l'imagination et tout. Pas mal les métaphores, c'est bien. Mais comme on t'ai a déjà dit rattrapé. à Inès, la porte était ouverte quand elle aurait un peu plus de temps si elle veut joindre ses neurones pour venir doubler les neurones qu'on peut mettre à disposition. Oui, doublé, je sais pas, mais merci. Merci quand même. Inès, c'est bientôt la 3e membre de Décide, c'est ça? Enfin, comment dire, elle a déjà une place quand elle privilégiée Déjà, si un jour elle quitte le Freeze. pour certes. commencer. Enfin bref. Mais trop cool. Et du coup, ça, c'était la première murder. Et maintenant, celle que vous avez en route et dont vous avez fait le premier essai aujourd'hui, le premier test, c'est donc, le thème, c'est l'Atlantide, c'est ça? Exact. Plutôt pirate à la recherche de l'Atlantide. Ok. On sait pas si l'Atlantide existe ou si Ouais. on va la trouver. Du coup, Ça se passe pas sur l'île de l'Atlantide. Ça se passe sur un bateau pirate et l'équipage de pirates est à la recherche de l'Atlantide. Ok, Mais ok. oui, c'est les 2 thèmes récurrents, pirate, Atlantide. Trop cool. Ça donne trop envie. Franchement, moi, franchement, ça suscite plein de questions, genre pourquoi l'Atlantide? Vous avez un peu étudié l'histoire ou la légende ou le mythe, ou peu importe comment on veut le concevoir, de l'Atlantide pour cette aventure. Quelles sont les mécaniques de jeu pour l'Atlantide par rapport à... Enfin bon, une après l'autre peut-être déjà. Pourquoi l'Atlantide? Du coup, je pense que je vais commencer parce que la Murder Loup-Garou, donc on l'a faite avec Patrick et Inès de 0. La Murder Atlantide, donc en fait, avant de commencer les Murders avec Patrick, j'avais déjà conçu 2 Murder Parties, mais elles ne me satisfaisaient pas totalement. Et l'Atlantide, on a décidé de la reprendre déjà pour l'adapter à ce qu'on avait fait pour la Loup-Garou en termes de nombre de personnages, mais en plus pour changer pas mal d'aspects. Donc de base, j'avais choisi le nom avec une personne avec qui j'avais fait à l'époque. Et l'Atlantide, c'était surtout... c'était un peu la période... je crois qu'il y avait un Pirate des Caraïbes qui était sorti. On avait entendu parler du film, on est allé le voir. Et même si en soi, le film n'était pas top, l'idée du pirate est restée. Et on s'est dit, ça serait vraiment trop bien d'avoir un groupe de 10 à 18 personnes, du coup environ 15 personnes, qui sont en fait un équipage de pirates, avec chacun leur secret, chacun leur petite manigance, et puis qu'ils soient tous qu'ils aient un but commun. Et l'Atlantide, c'est un truc qui fait rêver, parce que c'est clair que si le but commun, c'est de trouver un trésor, c'est déjà bien, mais trouver l'Atlantide, c'est un peu le rêve de tout aventurier pirate. Donc ça combinait les deux, et c'est pour ça qu'on est parti sur cette idée, qu'on a repris avec Patrick. effectivement, la thématique était déjà abordée et ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Après, j'ai ma manière d'apprendre. J'apprends mieux par moi-même que assis sur les bancs universitaires, par exemple. Du coup, on a fait nos propres recherches sur le contexte de la piraterie. J'ai appris beaucoup de choses, en fait. On a synthétisé aussi les informations principales pour essayer de rester le plus proche de la réalité. Bon, en tout cas, c'est une thématique qui me tient à cœur, le fait de rester proche de la réalité. Même si ça se passe dans un univers fantastique,
la façon dont le capitaine est mort, je vais pas vous spoiler comment. Ah oui, pour ceux qui ne savaient pas, le capitaine est mort. Gros choc. Et dont la façon dont il est mort, c'est scientifiquement possible. C'est un petit peu, pour les fans de Kaamelott comprendront, c'est un petit peu capillotracté, enfin tiré par les cheveux pour ceux qui n'ont pas la traduction. Mais cependant, ce serait encore possible. Et de ce fait, on apprend des informations sur la chimie, sur l'histoire. D'ailleurs, s'il y a la police qui m'écoute, allez pas regarder mon historique de recherche. Il y a plusieurs façons différentes de comment tuer une personne ou cacher un cadavre. Du coup, c'est vraiment pour mon travail. Je préfère préciser. Et aussi, le fait, comme on vous a dit, il y avait la recherche de l'Atlantide, il y avait le meurtre du capitaine. Et ça, c'est aussi une chose qui est très importante pour nous. Quand on fait des escape games, on n'aime pas quand c'est trop linéaire, quand on doit aller du point A au point B. On aime quand il y a comme une sorte d'arborescence et que ça peut partir dans tous les sens, revenir sur des quêtes. Et on peut dire qu'on a 3 trames principales par personne et une trame secondaire, ce qui fait que chaque joueur a 4 objectifs à remplir. Et dans le but pédagogique derrière de réussir au moins un des objectifs, histoire d'être satisfait en fait du rendu. C'est aussi pour toucher le plus de monde possible. Certaines personnes vont vraiment préférer les énigmes comme les escape rooms, alors ils vont plutôt se diriger dans cette direction. Certains vont plutôt préférer la recherche de l'Atlantide, d'autres vont préférer trouver le meurtrier. C'est vraiment aussi pour laisser un choix. T'es là pendant 3 heures, si t'as envie de tout faire, tu peux tout faire, mais s'il y a une quête qui t'intéresse moins, bah tu peux en faire une autre, et comme ça, t'es vraiment libre. Pour éviter la frustration de se dire « Ah, il n'y a qu'une seule quête, et en plus elle me plaît pas, je dois le faire pendant 3 heures », ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible. Ça revient un peu à se retrouver villageois. Ouais, exactement. Mais du coup aussi, ça rend en fait chaque murder unique, parce que chaque joueur ou participant va faire des choses différemment avec son rôle, et différents rôles vont faire... Enfin, en fait, du coup, chaque murder, c'est une nouvelle aventure. Alors, totalement, déjà, au niveau du monde qu'on construit autour, Loup-garou, c'est 100% fantastique. La piraterie, ça se rapproche plus du réel, sauf que pour les mécanismes qu'on veut mettre en place, déjà toute l'histoire de l'Atlantide, on s'est aussi renseigné là-dessus, mais on a dû prendre certains raccourcis ou bien rajouter des informations comme s'il y avait des lois à l'Atlantide qui n'existaient pas forcément ou qui sont des spéculations. On a voulu faire une philosophie un peu atlante pour qu'on puisse animer le jeu ou pour que la murder party puisse se faire, donc ça reste quand même un côté fantastique. Ce qui fait que une murder party, en fin de compte, il n'y a pas de fin. En fin de compte, nous, on n'a aucun contrôle sur le groupe, on n'a aucun contrôle sur les personnes, vu qu'elles sont libres. On a certains leviers temporels pour pouvoir que ça dure 3 heures. Des fois, on doit accélérer, des fois, on doit freiner la murder, mais ça, en tout cas pour moi, c'est la plus grosse angoisse. Mais pour les joueurs, ce que je trouve fascinant, c'est que on peut prendre la même murder party, la faire 10 fois et avoir 10 conclusions totalement différentes. Pour nous, c'est très difficile de penser à toutes les possibilités différentes. Il y en a une infinité, on essaie de les résumer. Franchement, on n'est pas trop mal la plupart du temps. Et en fin de compte, chaque joueur prend ce qu'il veut à la maison. Ça pousse aussi la réflexion pour les joueurs. Après, moi, personnellement, je m'attendais à ce que il y a eu moins de surprises qu'avec la Murder Loup-garou. La Murder Loup-garou, elle offre beaucoup plus de possibilités à cause des mécaniques de jeu. On l'a peut-être fait 10 fois, on doit avoir eu 7 ou 8 scénarios différents. Alors que la Murder Pirate ou la Murder Atlantide, il y a peut-être 4 ou 5 fins différentes qui sont assez probables. Donc il y en a quand même moins. Donc je m'attendais pas forcément à ce que ça parte autant dans tous les sens qu'au test de la loup-garou. Parce que comme quand on joue au loup-garou, les parties peuvent durer 2 minutes. Donc peut-être pas 2 minutes, mais elles peuvent durer 10-15 minutes parce qu'on trouve directement qui sont les loups-garous. Elles peuvent durer des heures parce qu'on trouve pas, etc. Ouais, la loup-garou est bien plus dure à contrôler, je trouve, que l'Atlantide. Ouais. Donc ça me faisait pas trop peur et ça s'est bien passé de ce côté-là.
4-5 scénarios différents pour l'instant. Pour l'instant. On se disait la même chose pour la Murder Loup-Garou et on a Ouais. remarqué que en fait c'était pas le cas. Et justement c'est ça. extrapoler toutes les possibilités, mettre un cadre en fait dans la Murder Party pour qu'on puisse garder le contrôle, c'est très difficile pour nous, surtout que les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un joueur, c'est pas comment le joueur joue par rapport à son rôle qui est déterminant, mais c'est par rapport au groupe qui est avec lui. Ce qui fait qu'on peut venir avec une stratégie, mais la stratégie peut être totalement à côté de la plaque parce que le groupe ne répond pas aux attentes de notre stratégie. Ce qui fait qu'il faut avoir une bonne capacité de caméléon pour pouvoir maîtriser le jeu. Et généralement, les joueurs s'en sortent plutôt bien et ils ont plaisir justement à adapter leur comportement au gré des nouvelles informations qu'ils reçoivent. Bon, eux, ils s'attendent pas à quelque chose de particulier. Je pense qu'ils ont un peu l'impression de débarquer dans l'inconnu parce que tout ce qu'ils connaissent finalement, c'est peut-être ça quelque chose qui serait important de dire pour les gens qui connaissent pas. C'est que en gros, on reçoit une fiche de personnage à l'avance pour qu'on est censé intégrer et incarner. Mais du coup, ça implique un caractère, ça implique des connaissances, ça implique des relations. Mais en fait, c'est tout ce qu'une personne connaît aussi ou sait par elle-même. Mais comme il faut l'apprendre, ça donne l'impression qu'il nous manque beaucoup d'informations et puis que quand on débarque dans ce contexte-là, on ne sait pas trop où on va en fait. Justement, ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de liberté. Mais généralement, une fois que les gens ils viennent et qu'on leur explique les règles, c'est comme pour un jeu en fait. Quand on connaît pas les règles, le jeu peut paraître difficile. Quand on comprend les règles, en fin de compte, à part du plaisir, il n'y a pas grand chose de compliqué. Puis la somme, le grand nombre d'informations qui est transmis effectivement peut être considéré comme difficilement assimilable. C'est pourquoi on s'est lancé pour l'Atlantide dans des versions résumées. Car une fiche de personnage peut faire 4 pages. On essaie de ne pas dépasser les 4 pages. Et la version résumée, c'est que des points clés. Et les gens viennent avec leur rôle ou leur résumé en fait à la partie. Et on peut toujours jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des informations sur lesquelles on serait passé à côté. Ça, c'est cool. Les gens, ils ont très peur parce qu'ils assimilent ça à du théâtre. Et du coup, ils se disent « Ah, mais je vais devoir jouer un rôle, donc je vais devoir apprendre énormément de choses, donc je dois tout apprendre par cœur. » Alors qu'au final, il y a un côté qui ressemble un peu au théâtre parce qu'on joue un rôle, mais c'est des informations qu'on peut relire n'importe quand, on n'a pas les phrases qu'on doit dire, on n'a rien qui est imposé. C'est vraiment des pistes. Tu parlais de caractère, on donne une piste pour le caractère. Si tu as envie de le jouer, si c'est un caractère qui te convient pas du tout, c'est pas grave. Tu peux faire comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Ça, il n'y a aucun souci. On donne beaucoup de pistes pour que les gens qui aiment se mettre dans la peau de quelqu'un et qui aiment avoir un peu ce côté de comédien de théâtre puissent s'amuser, mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas et qui n'a pas envie de changer son caractère, c'est pas grave. Et c'est ça qui fait peur aux gens, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, ils ont peur de devoir tout faire, de devoir tout savoir, alors qu'au final, pas du tout. Ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, on donne des pistes et ça s'arrête là. Trop cool. Parce qu'à part apprécier les 3 heures de jeu, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, c'est juste C'est 3 pas heures mal. de ta vie, du coup profites-en. Moi, j'avais un truc à dire encore sur justement la murder que vous faites maintenant sur le thème de l'Atlantide, c'est que vous êtes tous sur un navire et bon, les murders c'est huis clos, mais en fait j'ai l'impression que ce navire-là en fait ça amène encore plus en avant le fait que tout le monde est regroupé dans un endroit et que c'est soudé en fait et qu'il faut au final entre guillemets travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a interpellée quand vous avez dit que c'était sur un navire. Mais c'est intéressant parce que c'est sur un navire, mais du coup, le navire, il bouge. Donc, le contexte, il change aussi. Les personnes ne changent pas, mais le contexte, il change. Et j'imagine qu'au fil du temps, il se peut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent de l'extérieur. Possible. Donc ça doit être intéressant aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que tu parles de huis clos, et en fait, les huis clos, c'est aussi une sorte de murder party. Souvent, on différencie les murder party et les huis clos, c'est-à-dire murder party... C'est comme j'ai expliqué, et les huis clos, c'est beaucoup plus. Vous êtes enfermé, un peu comme Saw, comme le film Saw. Vous êtes enfermé, vous savez pas pourquoi, vous savez pourquoi. Un peu, ou bien comme les escapes aussi. Bien comme les escapes, sauf qu'il y a beaucoup plus de contexte, de raison. Dans une escape room, tu résous les énigmes et tu sors, alors que dans un huis clos, pourquoi je suis là, pourquoi t'es là,
vraiment comme dans Sauce, comprendre pourquoi on est là, comprendre comment on sort. Mhm. Là, l'Atlantide, c'est pas vraiment comme un huis clos parce que le but, c'est pas de sortir du bateau, mais le fait que tout le monde soit sur le bateau, ça fait changer la mentalité des gens. Mhm. Parce Ouais. que ils vont se dire, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un meurtrier, je peux pas faire confiance à tout le monde. D'un autre côté, le but du bateau, c'est quoi? C'est de trouver l'Atlantide. C'est le but pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on va se serrer les coudes d'un côté pour Oui, bien arriver sûr. sur l'Atlantide parce que c'est le but de tout le monde. Mais d'un autre côté, on peut pas faire confiance à tout le monde parce que il y a un meurtrier. Tin, tin, tin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment réfléchir quand tu trouves des informations sur à quoi servent ces informations. Est-ce que je trouve ça et que ça peut m'aider pour savoir qui est le meurtrier? Dans ce cas-là, je le dis pas forcément à tout le monde. Est-ce que ça, c'est pour m'aider à rejoindre l'Atlantide? Dans ce cas-là, je peux le dire à tout le monde parce que c'est bien pour tout le monde. Normalement, c'est assez facile à déterminer si tu prends un petit peu de temps, mais tu dois un peu réfléchir à pas, dès que tu trouves un truc, le cacher, et au contraire, à pas, dès que tu trouves un truc, le dire à tout le monde. Ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que vous voulez juste faire une petite énigme pour les personnes qui écouteraient ce podcast et Effectivement, pour la réponse, il faudra un peu chercher. Elle est dans un de nos anciens posts, c'est une énigme qu'on a créée. On peut dire ça comme ça. On s'est inspiré de la langue française et c'est pour ça que je vous la fais à l'oral. Ouvrez bien vos oreilles. Quelle est la particularité commune de ces mots? Meurtre, pauvre, monstre, 14, 15, belge et triomphe. je pense que c'est la sensualité avec laquelle tu les as dit. Des années d'expérience de crier avec des numéros au loto, ça Waouh, travaille la ça voix. aide. Ça se voit, ça se sent. Ça se sent. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Merci à vous. C'est Merci toujours à un vous. plaisir, on a bien rigolé, comme à notre habitude. C'était super intéressant en tout cas. Ouais, grave. Merci Florian d'avoir loupé un train pour nous. Pas de souci. J'ai l'habitude qu'on ait du mal à savoir exactement combien de temps va nous prendre une murder party. Vu qu'on sort d'une murder party, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'estimer. Mais que du plaisir et on se retrouve bientôt entre ces quatre murs qui nous ont vus grandir, enfin Naître presque. naître même, genre oui, clairement naître. Renaître de nos cendres, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode du Peu de Frise. Et n'oubliez pas, je pense, donc, je suis le Centre Frise sur les réseaux sociaux. @centrefrise sur Facebook et Instagram. À la semaine prochaine. Tchuss!